peut-être se présenter assez rapidement le temps que les autres participants se connectent. Donc, pour ma part, je suis donc Hanan Chaoui, avocat spécialisé en droit immobilier. Et Mourad Jean-Marc Petit, donc avocat également spécialisé en droit immobilier, mais volet plutôt urbanisme et environnement. Donc, peut-être une présentation de notre cabinet assez succincte. Donc, nous sommes associés au sein du cabinet Adaltis, qui regroupe donc 110 personnes et nous sommes sur 7 implantations, dont 5 en France. Nous sommes principalement spécialisés en énergie, droit public, immobilier, compliance. Et droit des sociétés. Exactement. Donc, pour les personnes qui nous ont euh, rejoints entre-temps, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet questions et réponses. Nous tenterons d'y répondre à l'issue de notre présentation qui devrait durer donc une petite demi-heure. Donc, effectivement, notre sujet du jour, pour notre part, est le suivant: transition énergétique et sobriété des bâtiments. Vaste programme. Pour être très synthétique, la première tentative du législateur de prendre en compte les problématiques environnementales dans l'immobilier tertiaire, elle a eu lieu avec la loi du 12 juillet 2010, la loi dite Grenelle 2. Ça commence un peu à dater. Et cette préoccupation, cette volonté de, comment dire, euh, de contraindre quelque part l'immobilier tertiaire, elle est partie d'un double constat. Tout d'abord, les bâtiments tertiaires français, en tout cas à l'époque, en 2010, étaient très énergivores en raison des déperditions d'énergie. Et deuxièmement, au niveau des dépenses par bâtiment, les dépenses énergétiques constituent le premier poste de dépense. Donc, il s'agissait quelque part d'essayer de travailler à la source, en fait, dans le but de réduire les consommations d'énergie et de voir comment les bâtiments tertiaires pouvaient donc dépenser moins d'énergie. C'est la raison pour laquelle la loi Grenelle 2 a prévu la mise en place d'une annexe environnementale. Certains l'ont peut-être connue. Elle existe toujours, mais elle n'a pas de force obligatoire. Elle n'est prévue que pour les baux commerciaux conclus sur une surface de plus de 2000 mètres carrés. Son contenu est non contraignant. La sanction, en l'absence d'annexe environnementale, il n'y en a pas. Donc, bien évidemment, la montagne a accouché d'une souris et cette annexe environnementale, c'est le type d'annexe qu'on ne regarde plus. Il y a une deuxième initiative qui a été prise dans le droit fil de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, c'est le décret tertiaire qui a été pris en 2017, 7 ans après la publication de la loi Grenelle 2. Bien évidemment, 7 ans, c'est long. Pourquoi? Parce qu'il y a eu en fait plusieurs débats et plusieurs tentatives de faire avorter ce projet, notamment par certains propriétaires qui avaient peur, tout simplement. Ce n'est pas une question euh, de, de mauvaise foi, ils avaient peur des implications financières que ça pouvait représenter. Donc, accouchement dans la douleur d'un décret tertiaire en 2017 qui a été fait dans la précipitation à la suite des accords de Paris de 2015. Dans la précipitation, sans réelle concertation, il n'était pas applicable. Donc, il a été suspendu par le Conseil d'État puis annulé en mai 2018, ce qui est assez rare. Mais la volonté politique de mettre en place un processus qui permettrait aux bâtiments tertiaires de consommer beaucoup moins d'énergie, cette volonté politique qui est issue donc de l'accord de Paris, accord international de décembre 2015, elle existait toujours et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la loi Elan de novembre 2018, le législateur a prévu, c'est notre fameux décret tertiaire, donc dans le cadre de la loi Elan de novembre 2018, le législateur s'est remis à la tâche. Il a prévu un texte qui a abouti donc au décret tertiaire du 23 juillet 2009, qui a été complété par des arrêtés en 2020, en 2022. Il y a un troisième arrêté
dont le contenu a été publié pour consultation au cours du mois de, du mois de juin et de juillet de mémoire et qui devrait bientôt être publié. C'est le fameux arrêté valeur absolue 3. Toujours est-il que maintenant, nous avons un texte qui a été préparé en amont, après consultation, et c'est le texte dont nous allons essayer de vous parler à présent. Concernant donc, notre fameux décret tertiaire du 23 juillet 2019, donc les objectifs, je vais quand même, je pense, aller assez rapidement, puisque c'est des choses qui sont assez connues à présent. Premier objectif, c'est établir une cartographie des consommations des bâtiments énergétiques. Voilà, il y a une mission d'information, ce décret tertiaire, savoir où et comment les bâtiments tertiaires consomment. Et deuxièmement, bien évidemment, l'objectif, c'est la baisse des consommations d'énergie. Et cette baisse des consommations d'énergie des bâtiments tertiaires, il y a deux options. Option 1, la réduction graduelle selon le calendrier qui s'affiche sur le PowerPoint et que vous connaissez tous, donc à horizon 2040, à horizon 2030, moins 40%, à horizon 2040, moins 50%, etc. Donc ça, c'est l'option 1, à savoir la réduction graduelle, mais il y a une deuxième option qui est l'option de la réduction de manière exprimée par un seuil en valeur absolue. Et c'était tout l'intérêt de l'arrêté valeur absolue qui a été qui est sur le point d'être publié. Voilà, prochainement. Alors, là, donc, après les objectifs, les moyens mis en œuvre. Alors, le législateur a tiré les enseignements de l'échec du précédent décret tertiaire et de l'annexe environnementale également. Puisque là, nous avons donc il y a le champ d'application, le système de collecte d'informations centralisées, des objectifs de sobriété à respecter assortis de sanctions et surtout une corresponsabilité. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Premièrement, le champ d'application élargi. C'est en ce sens, donc le champ d'application élargi. C'est à ce titre que le législateur, c'est à ce titre qu'on peut dire que le législateur a tiré les enseignements de ses précédents échecs. Donc, autant avec l'annexe environnementale, on avait uniquement un document destiné à être publié en annexe d'un bail commercial pour une surface de plus de 2000 m², ce qui est quand même assez élevé comme seuil. Là, premièrement, il ne s'agit pas que des baux commerciaux. C'est-à-dire que le décret tertiaire concerne les locataires, mais également les propriétaires. C'est-à-dire qu'on peut être sur un immeuble en étant propriétaire et exploitant, le décret tertiaire s'applique, même s'il n'y a pas de relation locative. Et déjà là, c'est un élargissement du champ d'application. Mais en plus, le seuil est abaissé à 1000 m². Et troisièmement, les 1000 m², c'est soit par bâtiment, soit par unité foncière. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un groupe de bâtiments sur une même unité foncière ou sur un même site, dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher qui excède les 1000 m², le décret tertiaire est applicable. Vous pouvez donc avoir sur une surface, une unité foncière, j'insiste, trois surfaces de 400 m², toutes seules, elles ne sont pas assujetties au décret tertiaire, mais du fait même d'être sur la même unité foncière, le décret tertiaire s'applique. Et il s'agit bien de surface de plancher, donc en comptant les niveaux, et non pas d'une surface d'emprise au sol. Exactement, exactement. Donc, on est vraiment déjà sur un périmètre qui est beaucoup plus large que celui de l'annexe environnementale. Une précision importante, c'est que depuis tout à l'heure, je parle de bâtiments tertiaires. Ce texte n'est pas applicable aux bâtiments industriels. Mais alors, que se passe-t-il s'il y a un bâtiment industriel dans lequel il y a également des surfaces tertiaires? Le législateur a tout prévu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un système de décomptage. S'il y a des surfaces tertiaires, si vous avez un immeuble, un bâtiment à usage principal d'industrie, allez, 10 000 m², mais si en décomptant les surfaces dites tertiaires, de type restaurant d'entreprise, bureau, si vous arrivez au-delà des 1000 m², le décret tertiaire est applicable sur les 1000 m². Donc, on a vraiment un champ d'application élargi. L'idée, cette fois, c'est d'être efficace. Ensuite, les exceptions, c'est les locaux, c'est les exceptions liées au secret défense, en fait, hein, les locaux pour lesquels il y a le secret défense, oui, et les lieux de culte.
Donc, indépendamment du champ d'application qui est élargi, le législateur a mis en place un système centralisé de collecte d'informations assorti de sanctions. Alors, sur ce point, je vais aller assez vite parce que c'est un point qui est également assez connu. Pourquoi? Parce que, euh, les obligations de déclaration via la plateforme Opérate, elles datent de 2022. Donc, en principe, les propriétaires ou locataires ont tous fait leur déclaration de consommation d'énergie tout seul ou via ou via des sociétés qui sont spécialisées dans ce système de collecte d'informations. Pour le moment, le système fonctionne assez bien. Bon, il n'y a pas eu trop de problèmes et le système, la plateforme Opérate et surtout l'ADEME met en place pas mal de précisions. Donc, en l'état, je n'ai rien d'autre à dire, sauf qu'il y a des sanctions en l'absence d'informations et de déclaration de consommation. On verra si c'est dissuasif. Mais pour le moment, ça fonctionne sans qu'il y ait eu de sanctions. Dans l'ensemble, en tout cas, ça fonctionne. Alors, les objectifs de sobriété à respecter et assortis de sanctions financières. Les propriétaires et les preneurs à bail, et le texte précise, suivant leurs obligations respectives résultant du bail. Donc, les preneurs et les bailleurs sont responsables et doivent mettre en place des actions portant sur 4 points. Et le législateur a précisé ces 4 points qui, vous le verrez, dépendent soit du bailleur, soit du preneur. L'idée, c'est de se dire que pour éviter les blocages qu'il y avait pu avoir dans le cadre de la mise en place du premier décret tertiaire, les bailleurs et preneurs ou les propriétaires exploitants doivent avoir conscience de l'enjeu qui est de parvenir à la baisse de consommation d'énergie. Et l'idée, c'est de lier quelque part les parties pour qu'elles aient toutes intérêt à avancer dans le même sens, à savoir les objectifs de sobriété. Donc, quels sont les critères? Le premier critère, c'est la performance énergétique des bâtiments. Ça, c'est plutôt bailleur, propriétaire. Le deuxième critère sur lequel les parties doivent mettre en place des actions pour parvenir aux objectifs de sobriété. Le deuxième critère, c'est l'installation d'équipements performants. Et ce n'est pas tout d'avoir des équipements performants. Les dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements. C'est tout l'intérêt de la GTB. Vous pouvez avoir les meilleurs équipements qui soient. Si la GTB ne fonctionne pas, si vous ne pouvez pas vous adapter, notamment sur les bâtiments qui ont des surfaces importantes, ça ne fonctionnera pas. Donc, ces 2 premiers critères, on peut considérer que c'est plutôt à la main du propriétaire constructeur. Les 2 critères suivants, en revanche, sont à la main du preneur, puisqu'on a, troisièmement, les modalités d'exploitation des équipements. Encore une fois, vous pouvez avoir les meilleurs équipements. Si le locataire s'amuse à laisser les fenêtres ouvertes alors que le chauffage est en route, c'est une question de bon sens. Mais c'est les modalités d'exploitation des équipements, est-ce qu'ils sont bien utilisés? Et quatrièmement, l'adaptation des locaux à un usage économe en énergie et le comportement des occupants. Donc clairement, on a un décret tertiaire qui a oui, il y a des sanctions, il y a des obligations, mais la volonté de faire en sorte que les preneurs et les bailleurs se sentent concernés et qu'il n'y ait pas quelque part de mésentente. Puisque s'il y a une mésentente, on aura plus de mal à arriver aux objectifs. Dernier point, c'est que là, il y a des sanctions financières. Donc, si les parties n'arrivent pas aux objectifs de sobriété en 2030, 2040, etc., ils seront mis en demeure d'avoir à présenter un programme et à défaut de présenter un programme, il y aura des amendes encourues de 1 500 et de 7 500 euros. Et puis surtout, le type de sanctions sur lesquelles les autorités comptent, c'est le name and shame, c'est-à-dire qu'ils menacent de mettre en place une sorte de système de plateforme sur laquelle les noms des récalcitrants seront indiqués. Bon.
Pour le moment, efficace. oui, 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 pour le moment, les partis ont déclaré leur consommation, donc on peut penser qu'en 2030 et en 2040, les partis tenteront de mettre en place des programmes permettant d'arriver aux objectifs. Voilà. Et le dernier point, donc, c'est la co-responsabilité entre entre le propriétaire et le preneur éventuel des locaux. C'est-à-dire que le législateur n'a pas voulu mettre à la charge du bailleur, du seul bailleur, cette obligation. Il a voulu que le preneur soit également responsable suivant les dispositions du bail. Donc, en fait, il faut aller regarder dans le bail s'il y a un bail, hein, qui est responsable de ses obligations. Et encore une fois, en l'absence de bail, si vous êtes un propriétaire exploitant, dès lors que nous sommes sur des locaux tertiaires et que la surface est supérieure à 1000 m², le décret tertiaire s'applique. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Marc, qui va évoquer avec vous un champ d'application plus large, puisqu'on dépasse le champ des bâtiments tertiaires. Alors on dépasse, mais c'est très lié à ces questions-là, puisque comme Hanan vous l'a présenté, le décret tertiaire et les obligations qu'il génère, ça peut être des obligations immatérielles sur le comportement des occupants, et puis ça peut être des mesures aussi matérielles qui concernent l'enveloppe des bâtiments. Et là, il nous a paru intéressant d'insister sur les mesures législatives et réglementaires récentes qui tendent à éviter que les règles d'urbanisme ou les règles de droit commun habituelles soient un blocage pour des travaux à réaliser sur des bâtiments existants ou des bâtiments à construire. Vous savez que l'urbanisme et nos PLU sont remplis de règles quelquefois tatillonnes ou mal écrites. Et donc, des mesures ont été prises assez activement par le gouvernement ces dernières années pour essayer de lever les blocages. Donc, ces dispositions sont issues des lois récentes, loi climat et résilience de 2021, et puis surtout la dernière loi ambitieuse qui est parue, c'est la loi sur l'accélération de la production des énergies renouvelables. Donc, le champ d'application de ces dérogations aux règles du droit commun, il est très vaste. Il concerne les constructions tertiaires, mais aussi les constructions à usage d'habitation. Le législateur n'est pas très regardant sur la destination pour ces mesures-là. Alors, tous les domaines du droit sont touchés. Par exemple, en matière de copropriété, vous voyez que l'article 44 de la loi accélération de production d'énergie renouvelable a prévu que ça soit la majorité des copropriétaires présents en AG qui puissent donner leur accord à des travaux sur la réalisation d'ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique sur les toitures, les façades et les garde-corps, et non pas une majorité renforcée. Là, l'idée, évidemment, est de lever les blocages dans les copros d'habitation, mais aussi les copros d'activité, puisque le cas se présente quand même relativement souvent. En matière d'urbanisme, c'est là où la liste des dérogations possibles est la plus riche. Alors, l'ensemble est très complexe. Pourquoi? Parce que les dispositions sont éparses dans le code de l'urbanisme. Leur champ d'application n'est pas toujours très clair et les conditions ne sont pas non plus uniformes. Alors, je vous en présente quelques-unes qui sont importantes et qui peuvent intéresser du coup tous les travaux à faire sur l'enveloppe de bâtiments. J'en ai sélectionné quelques-unes, notamment pour ceux qui sont intéressés plutôt par des dispositifs de végétalisation des façades et des toitures. Vous avez une dérogation possible aux règles du PLU, des règles de hauteur, dans la limite d'1 mètre. Donc, si un PLU limite la hauteur à 13 mètres et que le dispositif de végétalisation impose une hauteur supplémentaire, on peut ajouter 1 mètre de plus hors végétation, même si le PLU contient cette limite maximale. Plus intéressante pour les travaux à faire dans le cadre du décret tertiaire ou même pour d'autres constructions et par exemple l'habitation, c'est toutes les mesures qui sont prévues pour favoriser les travaux d'isolation en saillie des façades, en surélévation des toitures, et puis tout ce qui concerne les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. Là aussi, vous trouvez des cas de dérogation. Alors,
les dérogations en amplitude ne sont pas très importantes, hein, puisqu'on parle de dépassements possibles de 30 cm, mais quelquefois, quand les règles d'urbanisme sont tatillonnes, notamment en limite des voies publiques ou en limite séparative, eh ben 30 cm pour des installations comme celle-là, ça compte. Avec éventuellement aussi une dérogation possible aux règles d'emprise au sol qui peuvent être impactées par la mise en œuvre d'une isolation en saillie de façade. Autre disposition, et qui est elle, beaucoup plus large et qui a la particularité d'introduire des dérogations automatiques, puisque les précédentes que l'on a vues, et c'est la majorité des cas de dérogation, souvent sont au bon vouloir du maire, de l'autorité qui délivre les permis de construire, qui peut autoriser la dérogation. Mais là, on est en présence d'une règle qui a pour objet d'écarter automatiquement les règles d'urbanisme qui seraient gênantes pour une série de travaux. Alors, parmi ces dispositions, enfin, parmi les dispositions des PLU qui peuvent être écartées, ce sont toutes les dispositions qui interdiraient ou empêcheraient l'utilisation du bois, utilisé en façade ou en toiture. Évidemment, les façades végétales et les matériaux biosourcés. Et puis, par exemple, toutes les installations qui peuvent être gênantes pour les règles de distance, comme des pompes à chaleur extérieures, ou du point de vue de l'aspect extérieur, parfois aussi des règles de PLU qui sont gênantes, la possibilité d'installer des brises-soleil. Et évidemment, puisqu'il s'agit aussi de réduire nos factures de consommation énergétique et de développer la part des énergies renouvelables, des dérogations pour permettre l'implantation de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble. Donc, là aussi, des dérogations possibles pour admettre les installations productrices de NR. Alors, ces dérogations, bon, elles sont quand même, vous le voyez, c'est vraiment le cas, y compris celles que je ne vous ai pas présentées, ce sont des dérogations qui sont strictement encadrées, avec une amplitude de dépassement des règles tout à fait mesurée. Elles ne sont pas toujours de droit, sauf la dernière que je vous ai présentée, ce qui ne veut pas dire non plus qu'on est soumis totalement à un pouvoir arbitraire des maires qui peuvent refuser. En matière pour ces règles-là, le refus de maire peut évidemment être porté au tribunal administratif et contesté. Ça se voit pour certaines dérogations, notamment en matière de règles de stationnement, mais j'excède un peu le sujet. Autre limite, c'est malheureusement la localisation de l'immeuble dans des secteurs ABF, d'architectes des bâtiments de France, c'est-à-dire souvent aux abords de monuments historiques, situation évidemment très fréquente, surtout dans nos milieux urbanisés, parisiens, bordelais, marseillais, lyonnais. Il est rare de ne pas être dans un périmètre ABF. Eh bien, certaines de ces dérogations ne sont pas du tout applicables en secteur ABF. Le lobby des fonctionnaires du ministère de la Culture est assez important et malheureusement, cet obstacle subsiste. Et puis, quand il y a des dérogations qui sont possibles dans les secteurs ABF, eh bien, on reste quand même soumis, avec toutes les questions pratiques que l'on a dans les dossiers, au bon vouloir pour le coup et à l'appréciation subjective de l'architecte des bâtiments de France. Voilà, sur ces dérogations, il est important de les connaître pour optimiser les possibilités de construire et ne pas se sentir automatiquement bloqué par des règles d'urbanisme chaque fois qu'on veut atteindre les objectifs vertueux du décret tertiaire ou qu'on veut être vertueux pour d'autres types de bâtiments. Deuxième thème qui nous a apparu aussi important, ce sont les récentes réformes qui portent sur les toitures et les stationnements que le législateur et le gouvernement veulent devenir encore plus vertueux. C'est là aussi en lien avec les sujets précédents parce que ces dispositions que l'on va examiner brièvement concernent non seulement les constructions tertiaires, mais aussi, pour certaines d'entre elles, d'autres destinations. Alors auparavant, le législateur était déjà intervenu, hein, mais les dispositifs étaient quand même peu ambitieux, récents et peu ambitieux.
là aussi, on doit vous dire, et vous le verrez, que le dispositif est très complexe. Les dispositions sont très éparses. Vous en trouvez quelques-unes dans le Code de la construction et de l'habitation, d'autres dans le Code de l'urbanisme. Certaines sont connectées les unes aux autres, mais les articulations ne sont pas très, très claires. Autre sujet important, il faut le reconnaître, je discutais hier avec un de nos partenaires plutôt ingénieurs, ces nouvelles obligations peuvent être assez brutales, comme vous Oui, allez le voir. oui, parce Alors, que n'utilisez c'est pas ce mot-là, mais utilisez le mot de violent. Et vous allez voir que le calendrier est resserré. les Ouais. calendriers et les obligations, Ouais. calendrier resserré et obligations assez fortes. Mm, Alors, le mieux, c'est de vous présenter ces dispositions sous forme de tableau. Évidemment, ça ne montre pas toutes les difficultés et tous les sujets, et toutes les conditions, etc. Mais ça permet de bien avoir un aperçu. synthétique. Pour les dispositions les plus violentes, vous les avez là. Alors, elles concernent les parcs de stationnement extérieur. C'est un peu en dehors de notre sujet, mais vaut mieux le présenter. Les parcs de stationnement extérieur qui ont une superficie supérieure à 1500 m². Là, il s'agit bien d'une surface, hein, d'une emprise. On pourrait croire que 1500 m², c'est haut, mais en réalité, ça ne l'est pas énormément, puisque quand on compte des places de stationnement et les voies de circulation, parce que c'est bien comme ça qu'il faudra appliquer la règle, c'est une soixantaine de places, hein. Donc, pour des stationnements extérieurs d'une superficie supérieure à 1500 m², existants au 1er juillet 2023, ou dont la demande d'autorisation a été déposée à compter du 11 mars, c'est la loi production énergie renouvelable qui a été promulguée le 11 mars, eh bien, il y aura une obligation à partir de 2026 ou 2028, ça dépend de la nature des parcs et de leur superficie, de prévoir 50% de leur superficie couverte par des ombrières ENR. Donc, vous voyez que c'est quand même assez brutal. C'est une obligation de faire avec un délai déterminé. Alors aujourd'hui, cette disposition, dont le champ est vaste, hein, puisqu'on parle non seulement de tertiaire, d'industriel, mais on parle aussi d'habitation. Quel que soit le maître oui. d'ouvrage et le Là, on propriétaire. est plus Hein, large. Oui. ce sont tous les parcs de stationnement extérieurs, donc qui ne sont pas en superstructure, au-delà de cette surface-là, qui sont concernés par cette obligation de faire. Sur ce sujet-là, on attend encore des décrets d'application. Ça sera le cas pour toutes les autres dispositions, comme nous le verrons. Deuxième mesure assez violente également. Alors, l'habitation n'est pas concernée, mais vous allez trouver dans le champ un certain nombre de constructions tertiaires. Ce sont des dispositions qui concernent des bâtiments qui ont une emprise. Alors là, on parle bien d'emprise au sol, hein, et pas de surface de plancher, supérieure à 500 m², avec une liste de destination très large qui concerne le secteur privé marchand comme le secteur administratif. Vous voyez que les hôpitaux, les équipements sportifs et récréatifs peuvent être concernés, mais aussi l'industrie et tout ce qui est tertiaire peut être concerné. Voilà, donc là aussi, donc ça peut viser évidemment des constructions tertiaires dans bien sûr, par hypothèse, on est aussi concerné. Et là, pour le coup, ce n'est pas les 1000 m² de surface de plancher qui est le seuil déclencheur du décret tertiaire, mais on est bien sur un seuil qui est inférieur et qui est à 500 m² d'emprise. Et donc là, tous ces bâtiments existants au 1er juillet 2023, ou dont la demande d'autorisation a été déposée entre le 11 mars 2023 et le 1er juillet 2023, ils ont une obligation alternative. Soit ils intègrent en toiture du bâtiment un procédé de production ENR, donc pour faire simple, solaire thermique, chauffage ou solaire électrique, hein, panneaux. Soit ils réalisent une toiture végétalisée qui garantit notamment un haut niveau d'efficacité thermique et d'isolation. Donc, obligation alternative. La plus intéressante, évidemment, financièrement, est plutôt la première, puisque ça procure des recettes par ailleurs et ça produit de l'énergie. Là où on a aujourd'hui un manque de lisibilité, c'est qu'on n'a pas encore le pourcentage de surface de la toiture qui doit être déterminé par un décret. Donc, un décret d'application doit intervenir. On a relativement du temps, puisque cette obligation-là, elle entrera en vigueur seulement le 1er janvier 2028.
ce qui laisse du temps pour évidemment prendre connaissance des décrets, et puis aussi pour avoir d'autres modifications législatives de ce dispositif, puisqu'il il est quasiment sûr qu'il sera quand même modifié, sûrement dans le sens d'un assouplissement. Mais vous voyez que cette obligation, quand même, en termes de délai, est relativement proche. Donc on doit avoir à l'esprit, chaque fois qu'on fait des travaux sur des bâtiments existants qui sont soumis à ces seuils, on doit avoir à l'esprit que les travaux qu'on fait aujourd'hui, ben, ils vont être quand même concernés indirectement, en tout cas c'est en arrière-plan, par une obligation beaucoup plus forte à compter du 1er janvier 2028. Donc il faut garder ces dispositions et voir en tête. Si le cas échéant, on les anticipe en fait. Voilà. Et si nos travaux, les travaux que l'on fait aujourd'hui, risquent de ne pas rendre plus difficile le respect de ces dispositions, par exemple. Donc d'un point de vue pratique, c'est tout à fait important. Autre disposition donc, qui a été prévue récemment par la loi accélération, c'est pour les bâtiments qui disposent d'une emprise supérieure à 500 mètres carrés dans un certain nombre de destinations qu'on a vues tout à l'heure, et essentiellement le commerce, l'industrie et les entrepôts. Aujourd'hui, les bureaux sont concernés, mais simplement au-delà de 1000 mètres carrés d'emprise. Par contre, à compter du 1er janvier 2025, les bureaux seront concernés au-delà de 500 mètres carrés d'emprise, comme les autres destinations. Et sont concernés aussi par cette mesure les stationnements extérieurs qui sont prévus avec les projets de bâtiments ou qui existent et qui sont connexes à ces bâtiments-là. Eh bien, ces immeubles, faire simple, donc bâtiments plus aires de stationnement, doivent intégrer un procédé ENR en toiture. Alors, le procédé peut être aussi sur des ombrières qui surplombent du stationnement, ou un système de végétalisation en toiture, garantissant là aussi un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation. Donc, là, on a une obligation qui est alternative, qui est plus intéressante. La première est évidemment plus intéressante. Et là, les pourcentages minimums sont connus dans leurs grandes lignes, puisque la loi dit que ça sera minimum 30% de la superficie de la toiture et de la surface des ombrières s'il y en a, avec un objectif qui évoluera à 40% minimum à compter du 1er janvier 2026 et à 50% à compter du 1er juillet 2027. Bon, évidemment, là, vous voyez, ce qui est très important, c'est que 30% minimum à compter du 1er juillet 2023. 1er juillet 2023, c'est derrière. Nous, la loi contenait cette date, mais aujourd'hui, il nous manque l'arrêté qui va exactement fixer la surface minimale, et puis un certain nombre d'éléments qui sont déterminants pour l'entrée en vigueur. Donc nous considérons que ces dispositions-là, même si la loi prévoyait une entrée en vigueur au 1er juillet 2023, ces dispositions-là ne sont pas encore applicables en l'absence de parution des décrets d'application. Alors, ces décrets d'application vont porter sur des sujets assez importants. La superficie de la toiture à rendre vertueuse, mais aussi le détail de toutes les exceptions, parce qu'évidemment, on ne peut pas prévoir des obligations aussi fortes et aussi radicales sans un certain nombre d'exceptions. On les abordera tout à l'heure. Et puis, sans aussi définir certaines notions, parce que ces obligations, elles sont déclenchées par la construction de bâtiments neufs ou d'aires de stationnement nouvelles avec des bâtiments neufs, mais elles sont aussi déclenchées par des rénovations lourdes. La loi utilise ce terme-là, de rénovation lourde, des bâtiments ou des stationnements. La notion n'est pas définie par la loi, et dans les discussions actuelles sur la rédaction du décret, il y a des efforts de définition de la notion de rénovation lourde. Alors évidemment, c'est un sujet là aussi de curseur. Plus le curseur sera exigeant et plus les contraintes seront fortes. Voilà, vous avez le détail de ce que nous avons aujourd'hui et de ce que nous devons trouver dans les décrets. Et puis vous avez une autre disposition, mais je ne m'attarde pas tellement là-dessus, puisqu'elle concerne surtout les parcs de stationnement extérieur associés aux bâtiments qu'on a vu tout à l'heure, mais dont la superficie est supérieure à 500 mètres carrés. Eux, ils ont une obligation alternative, ils doivent avoir 50% de la superficie ombragée par des ombrières ou par un dispositif de type arbre, et puis des nouveaux parcs de stationnement extérieur au public.
ce qui est un peu en dehors du spectre de notre intervention. Et là aussi, vous avez une date au 1er juillet 2023 d'entrée en vigueur, mais pas de décret, donc on attend ces décrets. Ces décrets-là, ils vont être très importants puisqu'ils vont notamment aborder le cas des exceptions, des dérogations à ces obligations, que vous allez voir sont rédigées de manière très, très light par la loi. La loi nous dit que toutes ces obligations ne sont pas applicables lorsque les opérateurs sont confrontés à des contraintes économiques. Donc, pas d'obligation lorsque l'obligation n'est pas réalisable, ne peut pas être respectée à des conditions économiquement acceptables. Vous imaginez bien que les discussions sur la rédaction du décret sont extrêmement difficiles pour définir ce qui est des conditions économiquement acceptables, ce que sont des surcoûts acceptables, tenant compte à la fois des végétalisations où il n'y a pas de recettes et puis de dispositifs ENR pour lesquels il y a des recettes. Donc c'est très difficile à écrire, mais ça sera très intéressant de voir quels seront les arbitrages définitifs pour voir où finalement le gouvernement place le curseur sur ces obligations qui sont à enjeu et très lourdes pour les opérateurs. Voilà, et une fois qu'on aura les conditions du décret, il faudra que chacun concerné par ces dispositions lance ses études de faisabilité, qui sont des études de faisabilité technico-économiques et aussi juridiques, pour voir si ces dispositifs sont possibles, à quelles conditions, ou si on peut profiter d'une dérogation. Voilà, sur ces quelques sujets, c'est vaste, c'est technique, mais voilà, une autre séance pourra être organisée le cas échéant. On va prendre connaissance de vos questions. Alors, voilà, je mets là. Voilà. L'unité foncière peut aussi comprendre des bâtiments tertiaires avec plusieurs propriétaires. De mémoire, oui. Oui, j'aurais il y a tendance à plusieurs dire unités. oui. En fait, il y a plusieurs unités d'exploitation, donc il peut y avoir plusieurs propriétés. Oui. Et dans ce cas-là, les propriétaires sont tous concernés. Ensuite, une question. Les discussions sur la baisse du seuil de 1000 m² à 500 m² ont-elles avancé? Je ne saurais pas vous dire. En l'état, je ne saurais pas vous dire. Ce que j'ai compris, c'est que c'était quelque chose qui était envisagé, mais là, rien n'a été publié en ce sens, en tout cas. Alors, quid de la répartition des obligations, travaux, déclarations sur Opérate, si cela n'est pas mentionné dans le bail, par exemple, s'il est ancien? D'accord. Oui, alors typiquement, si le bail est ancien et que rien n'est prévu, l'obligation de déclarer la consommation, elle incombe au preneur. Si on est dans le cadre d'un bail, l'obligation, elle incombe au preneur. Si le preneur ne le fait pas, le bailleur doit le mettre en demeure de le faire. Mais elle incombe, c'est une infraction contractuelle puisque comment dire, les baux sont constitués des dispositions précises et expresses dans le bail, mais il y a toujours l'obligation, d'après les articles du 1719 et suivants du Code civil, de respecter la loi, l'usage, etc. Donc en fait, une nouvelle loi intervient pour faire obligation au preneur de déclarer sa consommation, il doit le faire. La seule chose, c'est le mode de contrôle et le mode d'accès. C'est la raison pour laquelle, dans les nouveaux baux, les bailleurs font signer des lettres de mandat de collecte de données afin que le preneur autorise d'ores et déjà, en fait, le bailleur à mandater une société pour récupérer les informations. Alors, quand vous évoquerez le sujet, comment interpréter la nécessité de zonage par usage? Ah, c'est des sous-compteurs, en fait. Je pense que c'est la question des sous-compteurs. Comment interpréter la nécessité de zonage si les circuits de chauffage ne permettent pas? L'idée, c'est de mettre en place les sous-compteurs pour pouvoir savoir si la consommation des locaux dits tertiaires a bien diminué et respecté les objectifs de sobriété.
Mais à part préciser qu'il y a des sous-compteurs, je ne pourrais pas vous répondre davantage. Alors, j'ai une question pour toi, Jean-Marc. Existe-t-il des assouplissements, dérogations? Alors, j'étais en train de regarder parce que les Ah, dérogations pour les panneaux solaires font l'objet de dispositions différentes dans le Code de l'urbanisme. moi, je te laisse. Alors, j'ai Voilà. deux, trois questions Ce auxquelles qui est répondre. ce qui vaut pour l'article 116, ce que je vous ai présenté là-dessus, c'est qu'il est inapplicable dans les secteurs ABF. J'étais en train de vérifier s'il y avait les mêmes dérogations dans d'autres dispositions du Code de l'urbanisme, mais il me semble que aucune n'est applicable dans les secteurs ABF. Donc, logiquement, il n'y a pas de dérogation de plein droit pour les toitures photovoltaïques en secteur ABF. Ça veut dire que, comme il n'y a pas de dérogation aux règles du PLU, alors on applique les règles du PLU et on doit avoir l'accord de l'ABF aux abords des monuments historiques. Moi, j'ai trois autres questions auxquelles je réponds et ensuite je te laisserai la main parce que les autres, elles doivent te concerner. Donc, quand les bailleurs ne gèrent pas le comptage énergétique ni l'exploitation des bâtiments, sont-ils dans l'obligation de s'inscrire sur la plateforme Opérate? J'aurais tendance à dire oui quand même. Là, c'est plus des sociétés spécialisées comme Citron qui pourraient vous préciser ce point. Mais pour ma part, j'aurais tendance à vous dire oui, puisque si votre locataire part, l'obligation de déclarer les consommations d'énergie, elle demeure. Et donc, vous, en tant que bailleur, vous avez intérêt à être inscrit sur la plateforme Opérate. Euh, alors, la dernière question. Les pénalités financières sont appliquées par bâtiment assujetti ou par personne morale. Alors, c'est par personne. Et d'ailleurs, le projet d'arrêté valeur absolue 3 qui a été mis en ligne pour consultation cet été a précisé que le terme de copropriété était remplacé par copropriétaire. Donc, le cas échéant, dans une copropriété, si les obligations de réduction ne sont pas respectées, les amendes, c'est par copropriétaire et pas par copropriété. C'est un peu plus gênant. Donc, c'est par personne, c'est pas par bâtiment. Et le reste, Et le reste est pour toi. pas de dérogation ABF pour les bâtiments qui peuvent être concernés, même au-delà de 500 mètres carrés d'emprise, hein, ceux qui sont concernés par les nouvelles obligations. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas de dérogation ABF pour les travaux qui présenteraient un caractère obligatoire pour les bâtiments existants. Je pense que vu les difficultés que l'on a avec les ABF et les difficultés qu'on aura pour certaines réhabilitations d'immeubles avec des toitures avec des PV, avec du photovoltaïque en toiture. Je pense qu'il y aura une nouvelle discussion sur des modifications législatives pour assouplir, y compris vis-à-vis de l'ABF. Cela a été déjà fait à l'occasion d'une loi il y a quelques années. Il y a eu un assouplissement et puis le lobby de la culture, finalement, a amené le législateur à revenir en arrière et à revenir au droit avant la modification. Donc, tout est possible en matière d'ABF, mais c'est vrai que la résistance est assez difficile. Et la revendication des ABF de statuer au cas par cas et de ne pas avoir de dérogation générale, cette pression est quand même très importante. C'est complexe, ça rend complexe la gestion. Oui. Est-ce que les pompes à chaleur, groupes extérieurs souvent installés en toiture, peuvent aussi remplir l'obligation d'installer ce procédé ENR en toiture ou seul le solaire compte? Non, non, tout ce qui est... Alors, non, seul le solaire compte. C'est la Au production, titre, oui. au titre, voilà, c'est de la production de chaleur ou d'électricité. Mais De c'est l'éolien, mais c'est la seul le solaire, production. oui, seul le solaire ou l'éolien, bien sûr, c'est plus difficile, mais Compliqué, oui. voilà. Les pompes à chaleur, elles bénéficient de dérogations au titre des pompes à chaleur par certaines dispositions, des dérogations aux règles d'emprise, de mémoire, mais pas par exemple au titre d'autres dispositions. À vérifier au cas par cas, hein, je ne connais pas sur le bout des doigts tout ce qui peut concerner les dérogations liées à des pompes à chaleur, mais en tout cas, elles ne permettront pas d'atteindre les objectifs en termes de production de NR. Prévoyez-vous un webinaire sur le thème du décret PAX? Non, pas en l'état. Non, pas en l'état. Bon.
peut-être. Oui, peut-être plus tard, oui. Et comment peut-on identifier les dérogations? Alors là, c'est à la fois très simple et compliqué. Très simple parce qu'elles sont toutes dans le code de l'urbanisme. Euh, alors, au titre du code de l'urbanisme, elles sont toutes dans le code de l'urbanisme. Au titre des autres codes, il faut aller chercher dans les autres codes. À partir de Légifrance, vous pouvez prendre des mots-clés et aller chercher les dispositions, on va dire transcode, donc qui vous donneront toutes les dispositions qui peuvent exister en dérogation dans toutes les matières. Et spécifiquement en matière d'urbanisme, il faut éplucher les articles L152-2 et suivants et L111-16. Et vous avez là toutes les dérogations aux règles des PLU, que ce soit pour du stationnement, pour du logement social, puisqu'il y a beaucoup de dérogations aux règles des PLU. Voilà, donc c'est à la fois simple et compliqué. Simple parce que c'est dans des codes, compliqué parce qu'il faut quand même beaucoup chercher. Sur une entité légale, la superficie tertiaire plus de 1000 m² et que certains bâtiments à usage principal industriel contiennent des bureaux, le seuil est-il de 1000 m² par bâtiment ou bien au total site? La logique, je crois, hein, c'est Non, je que t'en prie, vas-y. les 1000 m², c'est vraiment pour la partie tertiaire. Oui, c'est ça. Si on décompte 1000 m² de surface de plancher tertiaire. Oui. Par exemple, si j'ai 1500 m² de tertiaire sur un bâtiment et un autre de 4000 m² industriel avec 40 m² de tertiaire, est-ce que je dois déclarer 1540 ou 1500 sur opérate? Bah, la logique, c'est plutôt de grouper le tertiaire, même s'il est sur plusieurs bâtiments, et d'exclure l'industriel. Donc, je dirais plutôt 1540, Mais là, mais on est c'est sur souhaitable. une entité légale. J'ai Oui, pas compris. c'est-à-dire une même personne, en fait, qui serait propriétaire de l'ensemble. D'accord. Si c'est ça, la logique, c'est plutôt de... Sur un bâtiment et un autre. Ok, si c'est la même unité foncière, c'est 1540. Oui, c'est ça. Il faut ajouter toutes les surfaces tertiaires, quand bien même elles relèvent de En bâtiments revanche, je différents. me demande si sur Opérate, ça fonctionne pas par bâtiment. Hmm. Là, j'ai un doute. Là, j'ai un doute. En tout cas, moi, ce que j'exprimais par rapport à l'idée du seuil, c'est si sur un bâtiment, même industriel, on dépasse le seuil des 1000 m² tertiaires, comment dire, on déclare. Ensuite, s'il faut regrouper Hmm. le tertiaire d'un bâtiment avec le tertiaire d'un autre bâtiment, ça, joker. Mais légalement, c'est plutôt la logique sur Oui, une oui, même oui, unité oui. foncière. Oui, Après, oui. c'est par rapport C'est par à rapport au Opéra. mode de fonctionnement sur Opérate. Hmm. Parce que je pense, de mémoire, je pense que c'est par bâtiment, mais je me trompe peut-être. Ou par propriétaire. Voilà. Reste-t-il des Des questions? questions? Non, je crois pas. Je crois qu'on a. Ah, Non. non, je ne sais pas, il faut aller jusqu'au bout en bas. La liste s'est allongée. Ah, ouais, bah, Ah on a oui. des questions que nous n'avions pas vues. Donc la personne se base surtout sur Légifrance. Donc voilà, c'est parfait. Euh, Quid de la répartition des obligations, travaux, déclarations sur Opérate si cela n'est pas mentionné dans le bail, par exemple s'il est ancien? la répartition des obligations. Alors, déclaration, j'en ai déjà parlé. Déclaration, elle incombe au preneur si le preneur est dans les lieux. Ensuite, les travaux. euh, on peut considérer que le décret tertiaire, c'est une réglementation et que les travaux qui sont nécessaires pour se conformer à ce décret tertiaire sont des travaux de mise en conformité. Les travaux de mise en conformité incombent en principe au bailleur. Là où la chose est un peu plus complexe, c'est que vous vous souvenez tout à l'heure, dans le cadre de la présentation, nous avons évoqué les 4 critères. Et parmi les 4 critères qui devaient être mis en œuvre par le bailleur et le preneur pour aboutir aux objectifs de réduction de consommation énergétique, nous avions deux critères qui dépendaient du preneur. Donc, en fait, pour répondre très clairement, moi, je vous dirais, si rien n'est inscrit dans le bail, mon analyse à moi, Hanan Chaoui, c'est de considérer que les travaux de mise en conformité des bâtiments par rapport au décret tertiaire sont à la charge du bailleur, en principe. Toutefois, et la dérogation est de taille, si votre preneur ne respecte pas, ne joue pas le jeu sur les 2 autres critères qui étaient le mode de consommation et le mode d'occupation des locaux notamment, le bailleur pourrait être enclin à dire mon bâtiment
je ne parviens pas à l'objectif parce que vous occupez mal ou vous n'êtes pas économe, et donc je vous demande de participer, soit d'améliorer les modes d'occupation des locaux, soit de participer aux travaux pour financer la réduction de la consommation énergétique. Et c'est là qu'en fait on a une difficulté supplémentaire par rapport aux travaux de mise en conformité en général. J'espère avoir répondu à votre question. Ensuite, Oui, bah les d'accord. 1540, c'est une contribution à notre réponse. Là, on est en phase. Ouais. Et ensuite, il est possible de déclarer chaque unité ensuite. OK, merci pour l'information. Alors, la propriété assujettie, c'est au niveau des bâtiments et non pas des parcelles. Là, je n'ai pas compris. La propriété assujettie, c'est au niveau des bâtiments et non pas des parcelles. Bah, c'est les bâtiments. C'est les bâtiments. Oui, oui. Normalement, on ne tient pas compte des parcelles qui sont sur une même unité foncière, c'est-à-dire quand les bâtiments appartiennent et les terrains appartiennent à la même personne. C'est ça la notion d'unité foncière. Donc, quand on a plusieurs bâtiments sur une Oui. même unité foncière, on fait le cumul des bâtiments sur la même unité foncière et on ne tient pas compte des parcelles cadastrales. Si elles Oui, appartiennent toutes à non, la même personne, on raisonne c'est en une termes. unité foncière. Oui, oui. Merci, je n'avais pas compris la question. Mais je pense que c'est ça. Bon, je crois qu'on a fait le tour des questions Voilà, cette la fois. liste est épuisée et les auditeurs aussi. Bon, il nous reste à vous souhaiter une très bonne après-midi. À bientôt. Merci, au Au revoir. revoir. Merci beaucoup. Merci, Merci. merci Aubery.